Si c'est pas humanisé, les gens ne s'attachent pas. À part quand t'es Coca-Cola ou Nike, c'est très difficile de faire en sorte que les gens s'attachent à ta marque. Il faut, au travers de ton propre personal branding à toi, mettre en avant ce que tu fais. Mais effectivement, faut pas non-stop répéter c'est quoi tes services, qu'est-ce que tu proposes, que ça saoule les gens. Faut pas se survendre en fait. C'est un peu comme un rapport de séduction. Plus tu te vends, plus tu montres que t'es incroyable, moins la personne aura envie d'être avec toi. À chaque publication, c'est une vente potentielle. À quelle heure il faut poster sur LinkedIn? Ça c'est hyper important, les heures de publication. J'ai réussi à avoir des infos de LinkedIn et j'ai testé via ces informations-là que j'avais eues et c'est vrai. Bonjour Sixtine. Salut Fabio. Comment tu vas? Super, et toi? Très bien, je suis très heureux et très ravi de t'avoir dans mon podcast. Bah, moi aussi, je suis ravie de faire ça avec toi. Voilà, t'es intervenu dans l'événement que j'ai organisé récemment en Belgique, le Brand Mastery Summit, et auquel j'ai eu énormément de retours positifs sur ta prestation. Du coup, j'avais envie de faire profiter de tes compétences, de ton savoir, de tout ce que tu sais au-delà de mon audience, d'une plus large audience. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu t'inviter dans ce podcast. Aujourd'hui, Sixtine, tu es une jeune entrepreneur, 21 ans en 2023 à l'heure. 22 ah oui, c'est vrai, c'est vrai. 22 ans, tu roules déjà plutôt bien ta bosse. Tu as, avec ton frère Valran, l'agence Le Crayon, le surligneur que je vais te laisser toi-même présenter en quelques lignes. Et le but de ce podcast, c'est d'échanger avec l'audience les bonnes pratiques LinkedIn ou LinkedIn, ça dépend de quel team tu fais partie, voilà, on se lance dans l'entrepreneuriat où on est déjà entrepreneur, on est déjà en place, on se rend compte de l'importance d'être présent sur LinkedIn et tu vas expliquer pourquoi c'est important d'être présent sur ce réseau comme sur les autres. Et enfin, quels sont les codes pour pouvoir l'exploiter au mieux et en tirer un maximum parti. Tu es d'accord avec ça? Tout à fait. Sixtine, je te laisse te présenter en quelques mots, rapidement, qui tu es, ton parcours, vite fait. Après, on enchaînera avec les bonnes pratiques du coup LinkedIn. Donc, je m'appelle Sixtine, j'ai 22 ans, je suis entrepreneuse depuis un peu plus de 3 ans maintenant. J'ai monté donc avec Valran et mes deux autres associés, Jules et Antonin, Le Crayon, qui aujourd'hui est le premier média de débat des jeunes. Et là, on est en train de se développer en tant que groupe média, donc avec 2 agences, donc Le Surligneur et Le Pinceau. Donc, Le Pinceau, qui est notre agence d'intelligence économique et d'influence, où on travaille plutôt avec des grosses entreprises pour faire en sorte de les faire rayonner sur les réseaux sociaux avec les bons messages clés, parce que comme on est nous-mêmes créateurs de contenu, c'est très facile pour nous de calibrer une bonne campagne qui marche très bien avec les bons messages. Et Le Surligneur, qui est notre agence de personal branding et de relations presse, de faire en sorte de faire devenir les entrepreneurs des leaders d'opinion dans leurs propres industries. Et là, on est en train de se développer en tant que groupe média, on rachète d'autres médias ou on en développe d'autres. Et puis comme ça, on essaie de grossir petit à petit l'aventure et l'importance de notre combat, de réunir la société. C'est bien. Très beau parcours, en tout cas déjà très jeune, un avenir très prometteur. Tu me parlais là tout à l'heure en off des projets que tu avais de rachat d'autres médias. Je pense que ça pourra faire partie d'un prochain épisode. Tu es quand même très jeune, tu es une femme. Et tu vois, il y a tellement de personnes, je reçois beaucoup de messages, même dans mes groupes, etc., des jeunes personnes qui n'arrivent pas à trouver un petit peu leur voie. Ils ont envie d'entreprendre, ils ont grave la rage d'entreprendre et ils ne savent pas trop comment créer sa place, tu vois, parce qu'aujourd'hui, il y a une concurrence qui est tellement rude dans presque n'importe quelle niche, en fait, tu vois. Comment toi, avec ton jeune âge, tu as réussi à sortir du lot? Qu'est-ce que tu as fait? Quelle était ta personnalité? Qu'est-ce qui a fait de ta personnalité que voilà, tu as pu sortir du lot, tu as pu faire parler de toi, tu as pu aujourd'hui être en place et finalement monnayer des choses que tu as fait pour toi au début. Tu vois, tu l'as expliqué, aujourd'hui tu vends des accompagnements sur LinkedIn à des personnes, tu leur permets de croître une communauté, etc. Parce qu'au début, tu l'as fait pour toi et pour tes potes. Comment tu arrives à te créer une place, finalement, quand tu n'as pas beaucoup d'expérience passée? Tu vois, les gens, tiens, qui tu es pour que je te fasse confiance? Pourquoi je dois travailler avec toi et pas avec quelqu'un d'autre? Tu vois, quand tu es jeune, et j'ai vraiment envie ici qu'on s'adresse à toutes ces personnes qui ont 17, 22, 23 ans, qui ont vraiment envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, dans le business, mais qui n'arrivent pas à se faire connaître, en fait, à se faire sortir du lot. Tu vois? Alors, la première, c'est une grosse question de tempérament, surtout. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été un peu la leaduse de toutes mes amies, de tout ça qui organisait des choses, qui prévoyait, qui était un peu plus mature, etc., lié à ma famille et à mes frères. Donc, tout ce truc de emmener les gens avec toi, de collectif, on est extrêmement nos collectifs dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que tu veux être avec nous dans l'aventure, super, tu veux pas dedans, c'est pas grave pour toi, bonne chance de ton côté, mais tant pis pour toi. Et en fait, aussi, c'est de s'associer avec des gens. Moi, d'avoir fait ça avec mon frère et Antonin et Jules, ça m'a clairement changé ma vie.
parce qu'en fait, vous vous apportez des compétences mutuelles. Quand c'est plus difficile, les autres sont là. Quand tu sais pas trop quoi faire, tu peux demander à quelqu'un de t'aider. Enfin, et ça, c'est vraiment génial. Et la dernière chose, c'est aussi de t'en foutre vraiment du regard des autres. Mais au premier sens degré du terme. C'est pas facile au début. Moi, aujourd'hui, je suis arrivée à ce stade, je m'en contrefous de ce que les gens pensent de moi. En fait, de gens que je ne connais pas. Parce qu'en fait, juste je trace ma route, j'essaie de moi m'améliorer, si je me trompe, bah tant pis, et d'avancer. Et en fait, que si les gens te critiquent, te jalousent, te machin, parce qu'il y en aura toute ta vie, hein, que tu sois d'ailleurs petit à l'école, et ça peut terminer même quand tu auras 90 ans. En fait, vu que ça arrivera tout le temps, tu peux pas le changer. Donc en fait, ne gâche pas de l'énergie sur quelque chose que tu ne peux pas changer. Donc en fait, trace ta route, laisse les gens parler, et puis toi, continue à rester modeste, rester humble, à avancer, à vouloir t'améliorer, à t'entourer des gens qui sont sains et qui veulent avancer avec toi. Les autres, tu t'en fous. Parce que moi, j'ai vu tellement de gens se détruire et la santé mentale en étant obsédés par ce que les gens pensaient d'eux. Je suis en mode, mais les gars, qu'est-ce que tu t'en fous de ce que Madame Mich, que tu connais à peine, pense de toi, en fait. Quoi. Au contraire, quand tu commences à énerver, à tétiller des gens et à jalouser des gens qui te critiquent en disant ouais, t'es nul, t'es machin, c'est là qu'en fait, tu commences vraiment bien à marcher. Donc ça, c'est génial. Surtout quand c'est infondé, etc. Donc bon. Ok. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé, ça. Enfin, pas à ce que je sache. Mais je vois tellement de gens critiquer entre eux dans le dos de tout le monde que je me dis, ouais, quand même. Comment t'es tombé là-dedans? Pourquoi t'as décidé dans le surligneur, dans le crayon? Pourquoi t'as décidé? Alors le crayon, on sait, parce que t'avais cette passion pour la politique. Tu le répètes souvent dans tes podcasts, auquel il y avait qu'avec tes professeurs que tu pouvais en parler. Très fort. C'est ça. Bonne mémoire. Ouais. Voilà, c'est ça. Du coup, comment t'en es venu à créer une agence de relations presse, une agence de personal branding? Pourquoi t'es tombé là-dedans à tes 18-19 ans? Aujourd'hui, tu en as 22, tu continues là-dedans, tu te fais de plus en plus connaître dans ce domaine. Comment tu es tombé là-dedans et où est-ce que tu te vois dans 5-10 ans? Tomber là-dedans, je sais pas, c'était naturel. C'était naturel? Ouais, la force des choses qui était naturelle. Tu l'as d'abord fait pour toi et puis tu t'es dit, ok, j'ai eu un succès, en fait, on est venu te le demander. Exactement ça. Au début, c'était soit des services qu'on avait rendus à des potes, c'est ceux qu'on avait testés sur nous-mêmes qui avaient des résultats de dingue, on s'est dit, bah go. Et puis après, au début, tu as du mal un peu à trouver les bons clients cibles, les bons clients machin, parce que tous les services ne matcheront pas avec tout le monde. Tu as des clients types qui sont faits pour tes services et ce que tu vas leur apporter. Mais ça, c'est d'ailleurs continuellement, hein, quand tu évolues, même quand tu évolues tes offres, c'est jamais les bons clients, les bons machins, il faut toujours affiner le truc. C'est ça. Mais en fait, à chaque fois, c'est juste de services qu'on a rendus à des gens et on s'est dit, mais c'est trop con, autant qu'on aide ceux qu'on peut aider là-dedans. Après, c'est vraiment le crayon, l'idée m'est tombée dessus comme ça, un peu du jour au lendemain. Les deux agences, après, non, pas du tout. D'ici quelques années, je pense qu'elles seront peut-être amenées à, peut-être pas disparaître, mais en tout cas, être présentes, mais une place beaucoup moins importante, parce que comme on se développe en tant que groupe média, on aura du coup différents médias. Et vu qu'on va développer une régie publicitaire, etc., ça va vraiment être un peu comme un reward média, mais bis, tu vois. Donc en fait, les agences, super, ça va servir un peu d'ancrage, mais ça va plus devenir le centre de tout ce qu'on fait, en fait. Sixtine, explique-nous ici pourquoi être présent en tant qu'entrepreneur sur LinkedIn, à qui ça s'adresse, pourquoi c'est important aujourd'hui plus que jamais. Bon, il y a tellement de réseaux, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, on parle aujourd'hui de tweets qui arrivent. Quelles sont un petit peu les différences de ces plateformes et à qui s'adressent-elles? Et enfin, pourquoi on doit être présent? Est-ce qu'on peut être présent sur toutes les plateformes? Est-ce que c'est mieux de faire un choix en fonction de son activité, en fonction de son audience, en fonction de la clientèle ou l'objectif qu'on veut cibler? Explique-nous un petit peu pourquoi être présent aujourd'hui, par exemple, sur LinkedIn. Alors déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que qu'importe, quand tu es un entrepreneur, qu'importe l'industrie dans laquelle tu es, il faut que tu sois présent sur les réseaux sociaux parce qu'il y a tellement de plus en plus de concurrence, qu'importe dans le business dans lequel tu es, que les deux grosses différences qui vont faire qu'un client va signer chez toi et pas chez quelqu'un d'autre, la première, c'est le fait qu'on te voit. Et la deuxième, c'est le fit humain. Parce qu'en fait, si tu ne représentes pas ton entreprise ou ce que tu fais par toi-même ou par quelqu'un de ta boîte, c'est très difficile de réussir à l'humaniser, alors que c'est aujourd'hui la chose la plus importante pour un client qui, en fait, a beaucoup plus de choix qu'à une certaine époque, lié aussi également aux réseaux sociaux. Et donc, après, c'est juste une question de cible et d'objectif, mais en fait, tu choisis en fonction de ce que tu fais, de ce que tu veux mettre en avant, le bon réseau social. Et après, une fois que tu es dessus, tu essaies de, évidemment, poncer un maximum la plateforme, comprendre comment ça marche. Et après, peut-être qu'on expliquera comment typiquement faire exactement sur LinkedIn de manière un peu plus pratique, mais en tout cas, c'est après continuer avec de la régularité, des bons posts toujours autour d'un bon fil conducteur. Et puis, les méthodes liées à la plateforme, c'est-à-dire LinkedIn, c'est plus un texte écrit avec une photo, là où Instagram ou TikTok, ça va être des réels, tu vois, donc des petites vidéos d'une minute, 1 minute 30. Donc, évidemment, c'est pas commencer à faire du texte sur l'un et puis une vidéo sur l'autre si c'est pas adéquat. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il faut être présent sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Nous, on a des clients qui sont à la fois des dentistes, comme des avocats, comme des entrepreneurs. Donc, en fait, il n'y a pas de sous-métier
quand c'est un réseau social aussi important, parce qu'en fait, ça te permet d'avoir tellement plus d'opportunités qu'il faut vraiment, vraiment le poncer à fond. En fait, sur LinkedIn, on va, et tu me corriges si je me trompe, on va plutôt travailler sa marque personnelle. Ouais. Donc, on ne va pas spécialement communiquer sur son ou ses entreprises, parce que sur LinkedIn, on sait aussi créer des profils pour les entreprises, mais là où on va, comme tu le dis, poncer un petit peu sur le contenu qu'on va créer, ça va être plutôt du contenu qui va être plutôt axé sur la marque personnelle et indirectement, parce que finalement, si moi je commence à balancer énormément de publicité sur ma boîte, est-ce que ça va marcher ? Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me posent cette question de pourquoi ne pas développer une page LinkedIn d'entreprise. En fait, c'est parce que ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas humanisé. Donc si c'est pas humanisé, les gens ne s'attachent pas. Donc en fait, à part quand tu es Coca-Cola ou Nike, c'est très très difficile de te faire en sorte que les gens s'attachent à ta marque. Donc en fait, il faut, au travers de ton propre personal branding à toi, mettre en avant ce que tu fais. Mais effectivement, il ne faut pas non-stop répéter que c'est quoi tes services, qu'est-ce que tu proposes, que ça saoule les gens. Juste montre en quoi tu es bon dans ton industrie. Et c'est des réflexions que tu as à la fois de valeur ajoutée et avec un peu d'émotionnel, d'anecdote et un mélange un petit peu de tout ça. Donc, c'est un mélange du tofu, mofu, bofu, qui est le fameux entonnoir dont je te parlais de comment marche LinkedIn. Et là, les gens, en fait, automatiquement, vu qu'ils vont comprendre que tu es bon et que tu t'y connais, ils vont regarder ce que tu fais. Et s'ils auront besoin de tes services, ils vont t'écrire. Mais souvent, c'est pas les posts où tu expliques exactement ce que tu fais comme service qui vont le mieux convertir. Généralement, les posts qui convertissent le mieux, c'est les posts où tu es vraiment en train d'expliquer une grosse valeur ajoutée par rapport à une niche, en fait. Et faut pas se survendre, en fait. C'est un peu comme un rapport de séduction. Plus tu te vends, plus tu montres que tu es incroyable, moins la personne aura envie d'être avec toi. C'est la même chose. Ouais. Du coup, le but de ce podcast, c'est d'un petit peu avoir les bonnes pratiques. Donc, un petit peu comme les 10 commandements, on va dire ça comme ça. Quels sont les 10 commandements LinkedIn ? Donc, je me lance dans l'entrepreneuriat où je suis déjà en place depuis un certain temps. J'ai envie de m'intéresser à LinkedIn. J'ai un compte, moi personnellement, j'ai un profil que j'ai un petit peu sous-exploité pendant des années, parce que LinkedIn, c'est toujours un petit peu le réseau un peu plus compliqué. Tu sais, on ne sait jamais trop où cliquer, etc. Et il faut faire attention à tout, parce que tu ne sais jamais qui va le lire ou pas. C'est ça, tu ne sais pas s'il faut... Tu likes, ça apparaît sur ton profil, donc tu ne sais jamais trop quoi faire. Sixtine, est-ce que tu peux nous donner ici le mode d'emploi idéal pour utiliser LinkedIn de manière efficace en partant de l'étape 1 à l'étape 10, 12, 14, ça dépend un petit peu combien de points tu vas nous balancer. Par quoi il faut commencer ? J'ai adoré ta petite figure de style, les 10 commandements. C'est à réutiliser ça, c'est très bon en termes de branding. Alors évidemment, la première, c'est tu te fais une sorte de petite vitrine où tu mets tout à jour, c'est-à-dire où t'en es, ta société, tu sais, quand tu mets en place ton profil, t'expliques un peu ce que tu fais, une bonne photo de profil évidemment qui est pro mais en même temps qui a l'air très sympathique, une bonne bannière, donc l'image, tu as la photo de profil, la bannière derrière avec 2-3 petits mots-clés forts pour que les gens comprennent tout de suite ce que tu fais. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, faut te mettre en mode créateur, c'est un autre mode encore en plus à activer, parce que sinon les gens ils vont pas s'abonner à toi mais ils vont te demander en connexion, donc en fait tu vas grossir moins vite et tu auras moins de visibilité parce que la plateforme évidemment met plus en avant les créateurs de contenu plus que des personnes lambda qui sont dessus. Et ça, il faut le faire évidemment si tu publies qu'une ou 2 fois par semaine. Sinon, il ne faut pas le faire. Ça sert Pourquoi ? à rien. Parce que sinon, LinkedIn va à l'inverse. Au lieu de t'aider, ça va à l'inverse te faire baisser. Donc, bien retenir, passer son profil en mode créateur. Ouais. C'est compliqué à faire ou est-ce qu'il faut cliquer ? Non, c'est dans les paramètres. Tu as juste à changer un truc. C'est vraiment très facile. Et là, l'algorithme, il va te pousser. L'algorithme va te pousser. Ok, donc une bonne photo de profil, une bonne couverture en faisant attention qu'elle soit responsive. Et donc, si on y met du texte, faire attention. Pas trop. C'est tout beau sur un PC, mais une fois qu'on regarde sur un smartphone, il faut faire attention que le texte ne sort pas du cadre. Okay ? Exactement. Donc, les bonnes photos, la bonne biographie. C'est quoi une bonne biographie ? C'est expliquer déjà dans ta petite bio à toi, expliquer ce que tu fais très rapidement et c'est quoi les services que tu proposes avec ta boîte. Et après, tu peux en tout cas en dessous détailler dans tes intitulés de poste, tu peux détailler un peu plus ce que tu fais. Mais en tout cas, c'est 2-3 petits trucs catchy, clairs et simples à comprendre pour que n'importe qui va te checker rapidement comprend au moins ce que tu fais. Et après, pour te développer, tu crées ta ligne éditoriale autour évidemment de tes objectifs, donc de ce que tu fais. Et ensuite, là, tu écris des posts, donc un post, une idée autour de ça. Moi, idéalement, j'en publie 3 fois par semaine sur LinkedIn. Ça m'a fait extrêmement grossir très vite comme ça. T'en as qui vont te dire qu'il faut publier tous les jours, plusieurs fois par jour. Moi, je préfère normal mais des vrais bons posts qualitatifs plutôt que beaucoup qui sont moins bien. Et après, tu alternes en fait entre la règle de l'entonnoir du tofu, mofu, bofu. Donc tofu, top of tunnel, donc qui sont les posts
typiquement, n'importe qui pourrait lire le post, qu'importe l'industrie dans laquelle il est, il pourrait être intéressé par ton post. C'est-à-dire que Fabio, il y a 10 ans, tu étais un entrepreneur qui venait de débuter et aujourd'hui, tu as réussi de telle et telle manière et vraiment, c'était incroyable parce que c'était vraiment pas facile, c'était dur, etc. Là, n'importe qui le lit aura envie de le liker. C'est du storytelling. Du storytelling, exactement, et de l'émotionnel beaucoup. Le deuxième, c'est le MoFu. Donc, le MoFu, c'est les posts middle of tunnel. En gros, c'est les posts où, en gros, typiquement, moi, donc, qui parle beaucoup de prise de parole en public, d'entrepreneuriat et de personal branding, je te ferai un post pour t'expliquer c'est quoi les 3 tips essentiels pour réussir à bien prendre la parole en public. Ça va pas intéresser tout le monde. Par contre, ceux que ça va intéresser, ça va vraiment les aider. Et ça, donc, ça fera évidemment moins de résultats en termes de likes, en termes de vues. Mais en fait, les gens qui vont les liker et qui vont les voir vont être beaucoup plus qualifiés. Donc ça va être beaucoup plus utile parce qu'évidemment, un réseau social, ça se construit sur le temps. Tu peux pas avoir des résultats de dingue tout de suite. Et c'est normal, c'est même sain. Ça prend plusieurs mois. Et en fait, c'est au fur et à mesure. Par contre, c'est très utile d'avoir des posts comme ça un peu plus nichés parce que du coup, tu te construis une communauté qui est qualifiée. Et après, les derniers, c'est les posts BoFu, donc les bottom of tunnel. Donc eux, c'est les posts qui vont faire le moins de likes, le moins de réactions. Par contre, c'est les posts qui sont le plus ciblés possible. Typiquement, je t'expliquerai qu'aujourd'hui, avec le pinceau, on fait telle et telle proposition parce qu'on peut réussir à aider nos clients de telle et telle manière s'ils veulent réussir à faire ça, ça, ça. Donc c'est hyper niché, c'est hyper qualifié dans les propos que je vais dire. Mais en revanche, là, ça va intéresser encore moins de gens. Par contre, ceux que ça va intéresser, ça pourrait réussir à les convertir en clients. D'accord. Ça, c'est le but. En fait, il faut alterner entre ça. Donc parfois, mais il y a des gens qui disent ça, je comprends pas. Là, mon post, il a fait moins de likes qu'un autre, alors que pourtant, il a tel et tel truc. Je dis, oui, mais en fait, tu t'es même pas rendu compte. Mais là, tu as écrit un post BoFu, par exemple. Alors que lui, typiquement, c'est un post fou. Et en fait, quand les gens comprennent ça, ça te change vachement ta manière d'écrire après les posts, de les faire. Et donc, en fait, du coup, nous qui avons beaucoup de clients comme ça, en fait, ils sont pas matrixés en mode si un jour ils font 20 likes, c'est pas grave parce qu'ils ont compris l'utilité du truc. Et après, le post d'après, je leur dis, tu verras, il va faire plus de likes. Et en fait, paf, il va péter. Et en fait, parce que je sais très bien à l'avance si un post va marcher ou pas. Et en fait, il faut juste réussir à être patient et comprendre qu'il n'y a pas que les likes et que les abonnés et que machin. Parce qu'en fait, si ça ne convertit jamais, ça va te servir à rien, à part juste à briller en société. Mais en fait, on s'en fout à la fin. On s'en fout. Il faut éviter de tomber dans les travers, de faire que des posts storytelling pour n'avoir que des posts outline. D'ailleurs, que beaucoup d'agences proposent parce qu'ils se disent le client va être obsédé par les stats. Alors c'est dopamine, quoi. T'as un maximum de likes, un maximum de commentaires. Bien sûr. Donc, vaut mieux du coup alterner via ces stratégies en 3 étapes, on va dire ça comme ça. Et qu'est-ce que tu suggères faire vu que toi, par exemple, tu postes 3 fois semaine, c'est ça? Tu fais 1 ou peu importe, t'as pas de règles? Moi, aujourd'hui, je m'applique plus de règles parce que j'ai assez bien avancé pour ça et donc je me fais plus autant de planification comme ça. En revanche, c'est plutôt dès que j'ai une idée de sujet, je l'écris et je le poste le lendemain. En fait, à une époque, je préparais un peu mes posts pour la semaine d'avant, en fonction des semaines. Aujourd'hui, j'écris mon post la veille pour le lendemain parce que aussi j'ai un peu moins de temps, que c'est ma dernière des priorités de la journée et surtout que je les écris vraiment très très vite. Mes posts, moi, en 10 minutes, j'écris un post et souvent, plus les posts sont émotionnels, plus je les écris facilement parce que c'est ma manière d'être, de fonctionner. Mais après, j'alterne pas forcément. J'essaie quand même d'avoir au moins une fois par semaine un vrai post valeur ajoutée ou un post intéressant. Mais donc, tu vois, je vais pas mettre constamment des posts émotionnels. Mais après, je réfléchis pas forcément dans ce mode-là parce que j'ai déjà passé une étape là-dessus. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé, je faisais attention de bien alterner entre tout ça. Ouais. Et dans tes posts, nous, en marketing, on dit souvent... c'est moi qui le dis en fait, mais à chaque publication, c'est une vente potentielle. Et donc, dans chaque communication que je mets moi en pratique pour mes clients, par exemple, pas sur LinkedIn mais ailleurs, je mets toujours un appel à l'action. Tu vois, est-ce que sur un post LinkedIn, il faut mettre un appel à l'action? Et si oui, quel type d'appel à l'action? Non, pas besoin. Enfin, moi, j'en ai jamais fait. Moi, je préfère mettre une petite signature à la fin qui fait que les gens se rappellent. Tu vois, moi, on prend la parole. Valran, c'est devient l'étincelle. Et en fait, c'est une manière d'engager parce qu'à la fin, les gens retiennent la petite phrase de fin et la retiennent. Et donc, c'est important de faire partie de l'aventure. Mais t'as pas besoin. En fait, c'est un réseau social avec des gens beaucoup plus qualifiés. Donc, tu vois, des CSP+, des gens en tout cas qui sont dans le monde du travail. De dire vas-y, abonne-toi, mets un petit like. En fait, ils vont être en mode non, au contraire, ça va même les faire, je pense, moins interagir avec toi que l'inverse. Ouais. Donc, quand je dis appel à l'action, c'est par exemple, je sais pas moi, envoyez-moi un mail sur telle adresse pour obtenir une offre de prix, un entretien. Voilà, ou alors cliquez ici pour voir mon site internet, par exemple. Ça, tu pourrais le faire, mais ça dépend de tes posts. Si tu as un post qui parle un peu assez ciblé et que tu veux convertir, tu peux le faire, mais dans ce cas-là, moi, je conseillerais de le mettre en commentaire. En commentaire. Et limite, tu vois, là, en commentaire, les gens vont le liker, les gens vont aller voir, mais pas dans ton post, sans se prendre du temps, parce que les gens vont se dire, là, en fait, il veut juste convertir, donc en fait, toute l'authenticité de son post n'existe plus d'un coup au moment où les gens vont lire ça. En fait, LinkedIn, tu crées de la connexion. Exactement. Pas directement vouloir faire des ventes de manière agressive. Et c'est peut-être aussi ça l'erreur que certaines personnes font ou ne comprennent pas au travers LinkedIn, par exemple. Exactement.
Du coup, la photo, la couverture, la bonne biographie, passer son compte en mode créateur de contenu, la stratégie des publications, pas mettre de liens directement, éviter en tout cas les liens dans le post même. Alors au niveau des photos par exemple, vidéo, photo, si vidéo, quel type de vidéo, si pas de vidéo, bah ok, et dans les photos, quel type de photo? Est-ce qu'il y a une règle à respecter? Oui, il y a une règle effectivement. Aujourd'hui, les vidéos ne sont pas mises en avant sur LinkedIn, ça va arriver, ça j'en suis persuadée que ça va arriver. Pour l'instant, une vidéo ne marche moins bien sur LinkedIn qu'un texte et une photo. Même un texte et vidéo marchera toujours moins bien qu'un texte et une photo. Parce que pour l'instant, LinkedIn est beaucoup plus à l'écrit. Je sais qu'à l'avenir, ça va être amené à évoluer. Pour l'instant, ça n'est pas encore le cas. Et puis, quand c'est une photo, c'est évidemment une photo qui est liée à ton sujet. Que ce soit une photo qui vraiment est belle, qui tape à l'œil. Donc, typiquement, je ferais un post qui parle de toi. Bah là, il faudrait que tu mettes une photo de toi, soit en train de sourire, soit toi assis à ton bureau. Enfin, à la fois pro, mais à la fois méga sympathique. Et après, si tu parles de n'importe quoi, tu parles d'IA ou de tech, bah là, tu peux prendre une photo libre de droit d'Internet qui est liée avec le sujet, juste pour illustrer. Mais en tout cas, la photo aide surtout pour le reach, en fait, pas que pour capter l'œil des gens, mais l'algorithme met en avant les posts avec des photos. Donc, et il y a un format de préférence? Non, que ça soit franchement vertical, carré. En fait, LinkedIn le met automatiquement le met bien. Ok. Donc, ouais, ok. Et les carousels? Les carousels, ça marche bien aussi. Ça prend juste beaucoup plus de temps qu'une photo pour 0,5 ou 0,25 de plus de reach. Donc, si tu as vraiment que ça à faire de tes journées, tu peux, parce que ça va t'augmenter un tout petit peu ton reach. Si tu n'as pas beaucoup de temps, tu n'as pas besoin de t'en mettre à faire un carrousel. Ok. Genre, je veux dire, le temps que ça prend comparé au résultat, la différence est pas si grande de résultat, alors que le temps est beaucoup plus long à faire. Je comprends. Et Sixtine, tu sais, il y a les clickomanes et puis il y a les clickophobes. Donc il y a ceux qui aiment cliquer, liker sur tout ce qui bouge. Et puis à contrario, il y a ceux qui en fait ne likent rien. Quand on est présent sur la plateforme LinkedIn, est-ce qu'il vaut mieux, est-ce que c'est bon de liker tout ce qui passe? Est-ce qu'il faut faire un choix? Pourquoi et comment le faire au mieux pour justement être bien présent et être bien visible sur la plateforme? Bah, ça, c'est vrai que c'est Oussama Hamar qui disait ça, que ça ne te coûte rien de liker le post de quelqu'un. C'est une forme de soutien énorme. La personne, ça lui rapporte tellement plus que toi, ça ne t'a coûté. Et il a bien raison. Donc effectivement, il ne faut pas non plus devenir un clickoman, comme tu le disais, ou en tout cas de liker tout ce qui passe non-stop, parce qu'en fait, parfois, l'algorithme LinkedIn est fait d'une certaine manière que quand tu likes ou commentes le post de quelqu'un, ça va ouvrir la possibilité à ta communauté de également voir le post. Donc si tu likes que des posts n'importe quoi, parfois ta communauté va avoir un post qui n'aura rien à voir avec ce que tu traites d'habitude. Ouais. Donc moi, je like beaucoup les posts de gens que je connais. Dès que j'en vois un passer, je le like, j'essaie de le commenter parce que c'est une forme de soutien. Moi, je suis très connective, donc je suis en mode, allez, on est ensemble, on se soutient. Mais après, si c'est vraiment quelqu'un que je ne connais pas du tout et que le post est inintéressant, je ne sais pas si j'ai forcément le liker. Là où, par exemple, même quelqu'un que j'adore, son post et je le trouve pas bien, ne m'intéresse pas, je vais quand même le liker parce qu'on est ensemble, tu vois. Moi, je suis plus de clickomane que clickophobe. Mais en tout cas, c'est important de liker et de se soutenir. Déjà, de un, parce que la plateforme, il faut que tu montres que tu es quand même actif, donc il faut quand même que tu interagisses avec le compte des autres. Et en plus, c'est un peu un petit renvoi d'appareil. En plus, tu peux même créer des connexions. Moi, à force, il y a des gens que je n'ai jamais rencontrés en vrai, qu'à force qu'on se like les posts LinkedIn ou qu'on se les commente, ça te crée. On a l'impression qu'on se connaît pas du tout. Et hier soir, j'étais à un événement où j'en ai rencontré un qui s'appelait Rémi. On faisait que se commenter nos posts depuis des mois. On se connaissait pas du tout. Le mec, il m'a sauté dessus, Sixtine et tout. Le mec, tu vois, le mec sans sas. Et en fait, j'avais l'impression qu'on était méga potes alors qu'on ne s'était jamais vu de notre vie. Grâce à ça, en fait. On savait très bien ce que faisait l'un et l'autre grâce à ça, tu vois. Et c'est trop cool. Ça crée des connexions et c'est génial. Excellent. Donc, donc il vaut mieux cliquer du coup les sujets qui nous intéressent, qui sont en phase finalement avec. Allez, par exemple, tu t'intéresses du marketing, tu t'intéresses au sujet du marketing, par exemple, en ce qui me concerne. Il serait pas très bon que j'aille commencer à aller commenter, liker les posts de la fermière du coin. Tu peux, oui, par soutien, mais voilà, par faut soutien. m'éviter parce que ça va apparaître en fait. C'est pas grave que ça apparaisse, que ça apparaît pas sur ça apparaît juste sur le feed des autres, mais c'est rapide. Mais bon. Et tiens, quand on suit une personne, quand on se connecte avec une personne, est-ce qu'il y a des manières de s'abonner à une personne? Il y a la cloche, il y a se connecter, il y a juste suivre. Est-ce qu'il y a des choses à faire plus que d'autres?
Bah, ça dépend. Alors, il y en a qui ils mettent plus en avant quand tu es en mode créateur de te suivre automatiquement parce que c'est plus rapide et ça te fédère une communauté. T'en as qui préfèrent se connecter. Parce qu'en fait, quand tu suis quelqu'un, t'es pas sûr que la personne va te rendre ton abonnement. Alors que quand vous vous connectez, si elle t'accepte, c'est comme des amis Facebook, genre vous voyez mutuellement, tu vois. Mais en fait, ça revient un peu au même. La cloche, moi, je l'ai jamais activée chez personne et je sais même pas si des gens l'ont déjà activée pour moi. Donc, je t'avoue, je sais pas à quoi ça sert. Peut-être que t'es prévenu quand une publication arrive. Mais c'est bon, ça, t'as des notifications directement. Je pense qu'il faudrait vraiment avoir très envie de lire beaucoup de posts de la personne pour être prévenu à ce point-là. Donc c'est pas essentiel. Après, franchement, ça c'est vraiment un détail. Et tu vois, je reçois beaucoup on reçoit en fait beaucoup de messages de la part de diverses personnes. Parfois, on se pose la question, est-ce que c'est un bot? Est-ce que le gars a pris le temps de m'écrire personnellement? Du coup, la question c'est, est-ce que si moi je veux développer ma marque personnelle ou chercher des leads sur LinkedIn, est-ce que pareil, je dois commencer à aller parler à toutes les personnes? Ou en tout cas, envoyer un message à toutes les personnes qui vont me rajouter, qui vont vouloir se connecter à moi, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est bon de faire? Est-ce que c'est pas bon de faire? Tu sais, sur Instagram, il y a le follow unfollow, c'est pas très bon pour l'algorithme. Il y a le fait de faire un tas de choses comme ça qui sont pas toujours très très bonnes. Est-ce que, tu vois, sur LinkedIn, est-ce qu'il faut aller commencer à envoyer des messages à tout le monde? C'est vrai qu'il y a des messages automatiques quand tu ajoutes quelqu'un ou que la personne t'ajoute, tu reçois un message automatiquement. Ça, moi, je trouve ça complètement débile parce qu'il n'y a rien de moins humain et de moins authentique. C'est horrible. Et moi, je réponds jamais à des messages comme ça, alors que j'essaye de répondre à tous mes messages LinkedIn. Là, j'ai eu du mal parce que j'ai eu mon anniversaire, donc la notification, j'ai dû recevoir 400 messages de anniversaire, donc j'ai pas eu le temps de les répondre. Mais normalement, j'y réponds à tous. Sauf, tu vois, les messages automatiques, je réponds pas parce que je me dis, en fait, le mec me l'a même pas écrit lui-même, c'est un truc automatique, donc je vais pas répondre, ouais, salut, super. Enfin, c'est bizarre. Ça n'a pas de sens. Par contre, non, après, les gens qui t'écrivent, ravi d'être connecté avec toi, je veux te suivre ce que tu fais, c'est super sympa, mais la discussion va n'apporter rien. En fait, ne pas écrire si c'est vraiment juste pour écrire. Écrire à quelqu'un si en fait tu veux vraiment le rencontrer, mieux comprendre, avoir une question à lui poser ou lui proposer quelque chose. Mais lui écris pas juste pour dire bonjour pour que la personne te réponde bonjour. Enfin, les discussions de bonjour, comment ça va, bah, ça va super et toi, ça n'a aucun intérêt. Et vaut mieux s'intéresser. En fait, je pense que vaut mieux s'intéresser à la personne, même quand tu vas parler à la personne sur LinkedIn, que de commencer à lui proposer tes services. Bien sûr, mais il faut lui parler d'une manière en tout cas sympa ou très rapide ou une petite phrase, juste commencer à taper la discute. Souvent les gens n'ont pas le temps, ils ne te connaissent pas, ils ne comprennent pas trop pourquoi tu leur parles. Faut partir du principe que la personne elle a vraiment très très peu de temps à te consacrer, donc tu peux aller droit au but en proposant un message direct, mais en tout cas il faut que le message soit le plus personnalisé possible et le plus sympa, avec soit une petite blague, soit un petit truc vraiment sympa, mignon, un petit compliment. Mais salut, comment ça va, faut que je présente ce que je fais. Non, essaie de comprendre et de féliciter la personne, de comprendre ce qu'elle fait, de lui expliquer pourquoi ce serait intéressant qu'elle travaille avec toi. Si la personne sent que c'est vraiment personnifié, elle aura beaucoup plus envie de te répondre, même si elle te dit non. Et donc au moins, elle t'aura retenu que si c'est un truc vraiment que tu as copié-collé pour tout le monde, quoi. Ok. Au niveau des heures, on en parle ou pas des heures? À quelle heure il faut poster sur LinkedIn? Parce qu'on se rend bien compte que j'ai l'impression que tout le monde poste entre 9h et 10h. Il y a des jours, en fait, ça c'est hyper important, les heures de publication. Et moi, parfois, ça m'arrive encore de taper sur les doigts de certains de mes associés qui ne captent toujours pas alors que je leur dis tout le temps. Évidemment, il y a des heures, c'est toujours évidemment mieux de poster en semaine. Et donc, typiquement, le lundi, c'est entre 9h30 et 11h. Le mardi, c'est entre 8h et 10h. Le mercredi, c'est entre 9h et 10h30. Le jeudi, entre 8h30 et 10h30. Le vendredi, entre 13h30 et 14h. C'est l'horloge LinkedIn. Et je te jure, et moi, les gens me disent, mais comment ça le vendredi? Parce que moi, je poste à 13h45 le vendredi. Je me dis, mais comment ça tu postes J'ai fait des stats de malade les vendredis. T'as mesuré, t'as testé? Pas que. Déjà, de 1, j'ai réussi à avoir des infos de LinkedIn qui m'ont dit que c'était là les moments, les pics des audiences, c'était à ce moment-là. Et j'ai testé via ces informations-là que j'avais eues. Et c'est vrai, c'est profondément vrai. Après, si un post ne marche pas alors que tu le publies à la bonne horaire, c'est juste que ton post n'était pas forcément très bon, ou alors qu'il y a eu un bug, ou alors qu'il y a eu tellement de gens qui ont posté en même temps que voilà. Mais généralement, c'est en tout cas les horaires qui vont t'aider un maximum à essayer d'émerger. Est-ce que c'est d'application pour les autres plateformes? Instagram, TikTok par exemple? Alors, Instagram, il n'y a pas des horaires, parce que maintenant, ils ont changé un peu leur algorithme. En tout cas, Instagram, quand tu publies un réel, en fait, ils ont changé. À une époque, il y avait des horaires, c'était genre entre 17 et 19h, tu vois. Aujourd'hui, il n'y a plus d'horaires, c'est-à-dire que tu postes le matin, l'après-midi ou le soir, si ton réel est bon, il va finir par péter, quoi qu'il arrive. Même si c'est 2 jours après, il va péter. Et donc, il n'y a plus d'horaire. Évidemment, on ne poste pas à 3h du matin, mais il n'y a plus de différence. Et TikTok, c'est un algorithme, par contre, qui est complètement en roue libre. C'est la roulette russe. Et ils le font exprès, parce qu'ils veulent faire en sorte que tu publies tellement qu'à un moment, il y en a une qui explose, mais que tu n'arrives pas à comprendre pourquoi elle a explosé. Donc, quand tu publies, moi, le matin, le soir, à minuit, à 3h, ce n'est pas ça qui va faire que ta vidéo va exploser ou pas. Mais tu te dis quand même, il y a beaucoup plus de personnes connectées entre 17 et 19
qu'à 14 heures, par exemple. Donc, au moment où tu balances ta vidéo ou ton post, il y a naturellement plus de personnes qui vont le voir à l'instant T. Ouais, mais il y a plus de concurrents, donc il faudrait le publier soit juste avant, soit juste après. Et justement, ils ont mis à jour leur algorithme d'une telle façon que même si c'est 4 heures après, ta vidéo peut toujours exploser 4 heures, un jour ou une semaine après. C'est plus comme avant où il fallait avoir le plus d'interactions possible dans la première heure, là où LinkedIn est toujours dans ce mode-là, justement. Donc, on retient que sur LinkedIn, il faut respecter l'horaire LinkedIn. Ouais. D'accord. Et sur, par contre, les autres plateformes, que ce soit même YouTube Short aussi, ou bien YouTube de manière générale. YouTube, si, mais YouTube Short, non. Ok, ah ouais. Voilà. Et YouTube, il y a des horaires? Ouais, il y a des horaires. C'est quoi? Moi, c'est pareil, entre 17 et 18 heures. D'accord, ok. Donc, TikTok, Instagram, pas d'horaire de préférence, en tout cas à l'heure à laquelle on tourne ce podcast. Ça peut tellement changer. Que LinkedIn, il y a des horaires respectés pour pouvoir espérer avoir un maximum d'interaction. Du coup, on sait que au maximum, il y aura de commentaires, au maximum, il y aura de likes, au maximum, l'algorithme, il va pousser ton post à être plus visible. C'est juste. Ouais. Du coup, on va demander à tous les amis, à maman, à tati, à tonton, aux cousins, d'aller venir liker, commenter pour espérer. Alors, dans les commentaires, est-ce que c'est important que les commentaires soient pertinents ou alors juste un smiley, un let's go, quoi que ce soit suffit? Le plus important, c'est le watch time. Donc, c'est combien de temps tu restes sur la vidéo ou sur le post LinkedIn ou machin. Ouais. Et après, évidemment, c'est plus ton commentaire est complet et long, mieux c'est. Donc, en fait, juste dire bravo avec un smiley, c'est très bien. Mais si tu écris 2-3 lignes, ça va être encore mieux. Ouais, c'est ça. Donc, et puis, c'est comme de répondre aux commentaires, c'est hyper important. Toujours dans la première heure, les 2 premières heures, il faut répondre un maximum parce que du coup, les plateformes ont l'impression que c'est... Enfin, ils ne considèrent pas ça comme un de tes commentaires, ils considèrent ça comme un commentaire lambda. Okay. C'est comme si tu multipliais tes commentaires, en fait. Je vois. Donc, plus de reach, donc plus d'interaction, donc plus de tout. Intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à savoir qu'on n'a pas encore cité? Juste un petit truc à savoir, un titre informatif, c'est pourquoi les gens like de telle et telle manière. Sur LinkedIn, par exemple, si tu n'as pas les mêmes types de likes en fonction des types de posts que tu aperçois. Et ça, c'est juste intéressant, si tu arrives à avoir ce recul nécessaire quand tu écris ton post, de comprendre pourquoi les gens pourraient le liker, en plus de la règle de l'entonnoir. Tu as quand même encore plus de chances que ça marche. Tu as 3 types différents de likes. Tu as le like de support, enfin le like de soutien. Ouais. Typiquement, je lis c'est ce qui sont souvent les posts liés à l'émotionnel, donc un peu à les posts tofu. Donc tu me racontes ton parcours entrepreneurial, ça me touche, donc je vais le liker parce que j'ai envie de te soutenir. Tu as le like de réciprocité. C'est que tu es en train de m'expliquer quelque chose sur le concept d'un marketing sur une plateforme ou qu'importe un concept marketing, et je vais être d'accord avec toi, donc je vais dire je vais liker parce que je trouve ça pertinent et je suis d'accord avec toi. Et tu as le dernier like, c'est le like dit mindfuck. Typiquement, je serais en train de t'expliquer que finalement Elon Musk n'est pas aussi brillant avec Tesla parce qu'en fait de telle et telle façon il n'a pas fait ça et ça. Mais comment ça, c'est pas possible? Elon Musk peut pas s'être trompé avec Tesla ou machin. Et du coup, ça va être like dit mindfuck. Okay. Ton cerveau va être en mode what? Et alors, du coup, tu vas avoir envie de liker si tu trouves que le post est pertinent. C'est un peu comme des avis tranchés, en fait. Les like dit mindfuck. Si tu comprends un peu ça, en plus, un petit minute. Mais après, au bout ça paraît hyper compliqué dit comme ça. Alors, comme s'il fallait réfléchir à trop de trucs. En fait, pas du tout, parce que au bout d'un moment, c'est naturellement que ton cerveau, en fait, le comprend. Et surtout, si tu fais ça en écoutant un peu de musique, en même temps que tu écris ton post ou dehors, en fonction de comment tu es inspiré, naturellement, ça se fait tout seul. Tu vois, si quelqu'un qui démarre, qui vient de créer son compte LinkedIn, il démarre de zéro, ça serait quoi la bonne stratégie, selon toi, pour grossir son compte le plus rapidement possible? De m'appeler. Ça, c'est la méthode la plus rapide et la plus facile. Ouais. Non, c'est de commencer à arriver jusqu'à 500 réactions. Donc, ajouter un maximum de personnes, cercle 1, cercle 2, puis après des gens que la personne a envie de suivre, connus ou pas, ou en tout cas liés, même où tu tapes des hashtags et tu vois qui gère ça. Arriver jusqu'à au moins 500 relations. Et après ce palier des 500 relations, là tu peux passer d'ailleurs en mode créateur, je crois que tu peux pas le passer dès le début. Okay. Et après continuer tous les temps de temps à ajouter des gens jusqu'à ce que tu arrives à au moins 1000 abonnés. Et après de toute façon des gens vont s'abonner à toi, mais tous les temps de temps continuer un peu à ajouter des gens aussi en même temps, parce que de toute façon tu as une limite par jour de gens que tu peux ajouter. Et puis commencer à publier un maximum. Au début tes posts feront 0 like, 1 like, 2 like, mais en fait au bout d'un moment à force de régularité et de toi tu vas apprendre comment ça marche, etc., tu vas grossir. Tu vas mettre plus de temps que si tu es bien accompagné comme avec nous, mais tu vas quand même grossir. J'avais reçu une question d'une personne qui est dans mon groupe WhatsApp qui me disait, elle expliquait, elle demandait en fait comment créer une marque personnelle, comment créer un personal branding et croître un réseau quel qu'il soit, TikTok, Insta. Là il parlait entre autres pour Instagram par exemple, en démarrant de zéro, en n'étant donc pas connu dans notre domaine d'activité, pour aller attirer directement max d'abonnés. Tu vois, il me disait, en fait sa question c'était du genre...
Je veux me créer une marque personnelle, je veux créer mon personal branding, je veux commencer à créer du contenu sur Insta et sur TikTok. Comment je peux le faire rapidement sans mettre de budget ads, tu vois? Ouais, bah, en tout cas, c'est d'abord trouver un sujet de prédilection, en tout cas où tu es un minimum assez passionné pour que tu n'aies pas besoin d'avoir de recherche à faire, ce qui te fait que ça ne te prend pas autant de temps que ça, ce qui fait que tu ne te lasses pas parce que tu n'exploses pas tout de suite. Et en fait, juste tu publies à max. Moi, à l'époque, quand j'ai explosé sur Insta, au début, pendant un mois et demi, je publiais tous les jours de la semaine, un réel tous les jours de la semaine. Tous les jours? Ouais, tous les jours de la semaine, un réel. Évidemment, c'était de mieux en mieux, mais tous les jours de la semaine, un réel. Et au bout d'un mois et demi, j'ai une vidéo qui a explosé, qui a fait genre 800 000 vues, j'ai gagné 15 000 abonnés en un week-end. Et en fait, tout ça parce que les gens, d'ailleurs, se sont abonnés aussi parce qu'il y avait d'autres contenus avant. Donc les gens savaient qu'il y en aurait d'autres après. Si c'était ma première vidéo qui avait explosé, j'aurais pas eu autant de conversions. Donc en fait, c'était juste une question de régularité. Là, aujourd'hui, je publie quasiment plus. Donc évidemment, je stagne en termes d'abonnés. J'en gagne 1000, j'en perds 1000. Enfin, ça stagne. Mais si je reprends une cadence de je publie tous les jours, je vais répéter. En fait, c'est juste, ça reste un réseau social. Donc, Ça t'apporte du business, concrètement? LinkedIn, c'est monstrueux, ouais. C'est un petit peu ton vivier de clients, je trouve, sur LinkedIn. Oui, et je suis même arrivée à un stade où c'est moi qui choisis mes clients. Je me peux refuser des gens, j'ai réussi à avoir ce luxe, je peux refuser des gens avec lesquels je travaille. Donc aujourd'hui, ton vivier de clients, il est de manière organique, tu payes pas? Non, jamais. Donc c'est ça qui est important de préciser quand même, c'est que finalement, faire tout ça, c'est beau, ça prend du temps, parfois ça coûte de l'argent. Il faut qu'indirectement, ce soit rentable. Ça vaut le coup. Et le but, évidemment, c'est d'aller chercher du lead, de se faire connaître et de s'ouvrir à soi-même de nouvelles opportunités. Donc du coup, toi, tu es là pour le confirmer. LinkedIn, et de toute façon, on est beaucoup à le dire, hein, mais que ce soit LinkedIn ou Instagram, personnellement, moi, je communique beaucoup plus sur Instagram, mais c'est vrai que c'est des opportunités, parfois ça fait mal à la tête tellement il faut répondre, mais quand on est assidu, parce que finalement, ce qui fait le succès, c'est le rythme, c'est d'être... allez, moi, j'essaye, en ce qui me concerne, de poster une vidéo par jour, 7 fois par semaine, donc du lundi au dimanche, à la même heure à chaque fois, au même moment, de la même manière, etc. Et il est vrai que les opportunités, elles arrivent. On est visible, et au plus on est visible, au plus on sait vendre, pour autant qu'on ait une offre claire et compréhensible, avec justement des appels à l'action. C'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, parce que finalement, il faut quand même que les gens ils comprennent directement comment ils doivent faire pour te contacter, pour t'acheter, etc. Donc du coup, dans la bio, je pense dans la bio de LinkedIn, on sait mettre un lien coordonné, et c'est juste, hein. Ouais, tu peux faire ça. Du coup, tu vois, vu que je reparle de la biographie, il y a un truc qui me revient. T'expliquais tout à l'heure le concept de la biographie, donc du titre en fait sur LinkedIn. J'avais vu passer un post, je sais plus de qui, d'une certaine manière de créer une biographie très facile. C'était par exemple j'aide X à faire X en X temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'aide les chefs d'entreprise. Pour toi, par exemple, j'aide les chefs d'entreprise à percer sur LinkedIn en 30 jours, par exemple. Est-ce que ça, c'est, selon toi, une bonne pratique? Est-ce que c'est une bonne manière de créer comme ça Parce que finalement, la personne, on s'adresse à une personne qui se lance et qui n'a pas encore les habitudes sur LinkedIn. Comment créer, en fait, quel est un bon titre? Quel est un mauvais titre? Tu vois? Tu as une phrase d'accroche? Ouais. La biographie. C'est quoi une mauvaise bio? C'est quoi une bonne bio? Bio, tu veux dire un bon post ou la description bio de ton compte LinkedIn, tu sais, en dessous de ton prénom et ton nom. C'est très bonne idée de toujours dire au début ta boîte, ce que tu fais, fondateur de machin, salarié de machin, responsable de machin. Et après, exactement, c'était très très bon exemple que tu as dit. J'aide les entrepreneurs à devenir des leaders d'opinion dans leur domaine grâce à tel truc, sur tel truc ou en temps X de temps. Ouais, bien sûr. Ça aide vachement, ouais. Ça, c'est compréhensible. Mais en fait, il faut toujours que ça soit court, mais efficace. Et très compréhensible pour tout le monde. C'est ça. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur LinkedIn avant de passer sur un autre réseau? Est-ce que il y a, je repense à ton PDF magique, est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut vraiment faire attention? Parce que finalement, ça demande du temps, ça demande des moyens parfois financiers, ça demande beaucoup de temps en fait. Et pour ne pas faire tout ça pour rien, est-ce qu'il y a vraiment des choses auxquelles il faut faire attention? Est-ce qu'il y a des erreurs? En fait, c'est quoi les erreurs à ne pas faire sur LinkedIn? Ouais, il y en a évidemment. La première, c'est qu'il ne faut pas modifier ton post LinkedIn dans la première heure. Ça te tue ton reach en fait. Même si tu as fait une grosse faute d'orthographe, tant pis. C'est pas grave. De toute façon, personne ne va lire mot à mot tout. Tu te rappelles, j'avais relevé une petite coquille sur un de tes posts. Mais ok, donc je publie, il y a une grosse faute d'orthographe comme ça, ou alors tu l'effaces tout de suite. Tout de suite, avant que... Tu peux, mais voilà. bon, c'est pas Une fois grave. que ça commence...
Oui, exactement, faut pas. C'est pas Vaut grave. mieux éviter. Vraiment, c'est pas grave. Les gens vont pas te juger pour ça, donc vraiment. Non, parce qu'on se dit, ouais, LinkedIn, c'est un truc sérieux. Non, Il y a des ça gens arrive à tout le sérieux, monde tu vois. Non, ça arrive à tout le monde, c'est pas dérangeant. Et puis aussi un autre truc, c'est que si tu veux, mettons, n'importe quoi, tu vas parler de notre merveilleux podcast sur LinkedIn et tu veux mettre le lien pour que les gens aillent le voir, tu mets pas le lien dans le post, tu mets le lien en commentaire. Ok. Tu dis à la fin de ton post, tu vois où t'expliques le truc, le machin, tu mets à la fin de ton post, bah, je vous mets le lien de la vidéo en commentaire et après tu mets en commentaire, voici le lien de l'épisode. Et là, tu mets le commentaire de redirection vers l'autre plateforme. C'est ça. Si tu mets un lien de redirection vers une plateforme dans le post LinkedIn, ça te tue ton reach parce que LinkedIn ne veut pas que tu ailles, que tu partes Tu de quittes la la plateforme. C'est Donc ça. ça, c'est des petits détails qui, effectivement, faut les éviter. Ça, je suis bien d'accord. Comme le fait de taguer 30 personnes dans un post LinkedIn, parce que du coup, LinkedIn n'aime pas ça non plus. Comme le fait de mettre 15 fois trop de smiley aussi, ça marche pas non plus. Enfin, On va en parler de ça. On va parler des emojis. On va parler des hashtags. Et on va parler des identifications. Au niveau des emojis, est-ce qu'il faut mettre des emojis? Est-ce qu'il ne faut pas en mettre? Ni trop peu, ni pas assez. C'est quoi la règle? Il faut en mettre un peu. Dès que ça peut appuyer ou accentuer un propos. Toujours sympa d'en avoir un petit peu, pas besoin d'en mettre trop. Mais un petit peu, effectivement, peut-être, je sais pas, 6 max dans ton post, tu vois. Ouais. Donc, Parce que par exemple, dans les publicités Facebook Ads, pour repasser à autre chose, il est déconseillé de mettre trop de smiley. En fait, Meta déconseille de mettre trop de smiley. 1 ou 2, ok, mais pas trop. Parce que LinkedIn, je pense que oui, c'est pour accentuer un post ou pour marquer une émotion, ça peut être bien. Et au niveau des hashtags, est-ce qu'il y a un nombre d'hashtags à pas dépasser? C'est quoi ton conseil? Entre 2 et 5. Entre 2 et 5 hashtags qui sont toujours les mêmes ou qui peuvent être divers et variés? Non, en fonction des sujets de tes posts. Et ça t'en mets, mais pas des hashtags qui diffèrent. Typiquement, tu mets pas hashtag entrepreneuriat et hashtag pêcheur. Non. Tu vois, On est d'accord, parce que sinon l'algorithme ne va rien comprendre. rien comprendre l'algorithme. Mais Mais ça, pour c'est savoir pareil, où d'ailleurs, que t'envoyer. ce soit n'importe quel réseau social, toujours entre 2 et 5 hashtags. Et les identifications, tu venais de dire là juste avant que ça servait à rien d'identifier 50 personnes sur un post. Tu peux le faire, quelques-uns. Ouais. Mais mettons, parfois il y a des posts, d'ailleurs, des gens qui mettent genre cher réseau, tu vois, déjà l'angoisse, et à la fin qui te taguent 15 personnes. Ah non, ça sert à rien. Pas faire ça. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Ah non, faut pas faire ça. Ok. Non, C'est quoi la plus grosse erreur? à ne pas faire. Ouais. Vraiment, s'il y a un truc où si je le fais, genre tu me bannis de ton répertoire. Cher réseau. Cher réseau. Ça, c'est dur. Donc si je fais ça, toi et moi, on n'est plus amis. Ah, ça, on n'est plus amis. Ok. Et qu'est-ce que je dois faire pour qu'on soit vraiment amis? Tu continues. Vraiment le tips, tu vois, le truc. La règle d'or que, tu vois, il faut vraiment être Une phrase attentif d'accroche à qui ce me détail. donne vraiment envie de lire ton post. Et tu vois, on voit souvent, ok, justement, la phrase d'accroche, la première ligne, et puis Ouais. lire la suite. Oui, Tu vois, et là, tu mets 3-4 espaces pour vraiment... Est-ce que ça, c'est stratégique? ouais, bien sûr. Parce que LinkedIn va favoriser, Non. va te monter dans l'algo si les gens ils cliquent sur lire la C'est suite. exactement. Et donc, Voilà. alors que si tu colles trop, bah, les gens vont. Mettons, tu mets une phrase d'accroche incroyable en mode j'ai vécu une situation de dingue, il faut que je vous raconte. Et que tu commences à raconter et que les gens le voient toujours, et bah, en fait, ils vont moins avoir envie de cliquer sur le voir plus. Alors que si tu mets juste ça, les gens, même s'ils lisent que 3 lignes et qu'ils ne lisent pas la fin, ils vont quand même cliquer sur le voir Et plus. cliquer sur le voir plus te monte dans le reach. Exactement, ça augmente ton reach, ouais, comme s'il y avait eu 12 vues de plus ou 6 vues de plus, ouais. Ah, C'est intéressant. ok, Ouais. ok. C'est vrai que sur LinkedIn, on parle beaucoup, en fait, on parle en impressions. Oui, Combien d'impressions en fait, c'est des impressions, c'est des vues. Et est-ce qu'il faut justement mettre du budget publicitaire sur LinkedIn? Est-ce qu'on sait le faire pour un profil perso? Est-ce que c'est uniquement pour les entreprises? Est-ce que c'est utile de le faire ou pas quand on se lance? Moi, j'ai jamais été très pour acheter des ads, des likes, pousser les publications, des machins. Enfin, en fait, quand c'est organique, c'est tellement plus puissant quand ça pète et quand ça marche que moi, j'ai jamais été pour parce que moi, je l'ai jamais utilisé. Mes amis proches ne l'ont jamais vraiment fait et ça a toujours très bien marché pour eux. C'est juste une question de temps, en fait. Il ne faut pas toujours chercher à vouloir aller 10 fois plus vite que la musique. Il faut juste être patient. Donc, en fait, si tu achètes, au bout d'un moment, la plateforme va comprendre que tu es un bon acheteur ou un bon... Moi, j'appelle ça un bon pigeon. Et que du coup, si en fait, après, tu postes sans faire de ads, bah, en fait, ils vont niquer ton reach parce qu'ils vont vouloir que tu payes les fois d'après. C'est une façon de te rendre accro, en fait. Et du coup, bah, ils ont bien raison de le faire. Mais du coup, toi, après, bah, tu es complètement bloqué. Quoi. Ouais, c'est ça. Comme quand tu achètes des abonnés, après, de réussir à grossir... Alors que tu as acheté des abonnés, c'est hyper difficile parce que l'algorithme te... Ouais, ça aussi, c'est une erreur en fait fatale. Surtout que ça se voit de plus en plus maintenant. Ok. Parce que ça, c'est aussi une erreur. Justement, les gens veulent vite des abonnés. Ils se font des faux abonnés ou ils achètent des abonnés. Ça se voit tout de suite et totalement. Moi, n'importe qui, quand quelqu'un achète des abonnés ou des likes, ça se voit tellement tout de suite que la personne
Je préfère qu'elle ait 1000 likes et 1000 abonnés et 50 likes que je sais pas combien d'abonnés et des likes qui sont cachés, les likes ou voire plus, où tu doutes qu'elle fait pas de likes. Je trouve ça, mais je prends la personne pour un pigeon, c'est la personne perd mon respect en 3 secondes. Parce que je me dis, mais comment tu peux réussir à croire que tu vas réussir à berner les gens comme ça? Ouais. Non, genre à en quel fait, moment, quoi. t'es même pas honnête avec toi-même. Mais non, t'es pas honnête avec toi-même, t'es pas honnête avec les autres, t'es personne. Voilà. Mais c'est d'un ridicule. Ouais. Et je peux comprendre que t'en as beaucoup qui font l'erreur et qui après arrêtent de le faire et qui en fait essaient de changer leur manière, mais au moins ils affichent, tu vois, ils affichent leur nombre de likes, enfin, ils essaient de changer le truc et au bout d'un moment, à force de persévérer, tu peux réussir à améliorer cette tendance de t'être fait chabodoban, etc. Moi, j'en connais qui ne s'arrêtent jamais parce qu'en fait, ils sont embarqués dans leur truc et en plus, après, ils te disent, ça, moi qui me rend dingue, c'est qu'ils te disent, ouais, regarde, j'ai X tant d'abonnés, machin. Ouais, c'est ça. Ta gueule, quoi, tu vois. Enfin, pour moi, je te respecte. C'est le même cinéma sur Instagram. Ouais, mais bien sûr, je pensais aux deux. Non, oui, Ouais. parce que LinkedIn, tu peux pas acheter des abonnés. Mais moi, je pense à ça, je pense à Instagram. J'ai plus de respect pour un mec qui a moins d'abonnés qui se bat que pour un mec qui est en train de. Tu vois, ouais, je préfère le mec qui se bat que le mec qui paye pour. Non, tu vois. Très bien. Si on switch maintenant sur Insta, parce qu'on en parle, ça serait quoi pour toi, je vais dire, les 5 conseils les plus pratiques pour être pertinent sur Instagram? Bah pareil, trouver une bonne niche, toujours une idée, un post, une valeur ajoutée par post. Pas dire trop de choses dans un même post. Une bonne phrase d'accroche, une vidéo de 1 minute à 1 minute 30 qui commence direct avec la phrase d'accroche. Éviter les comment je fais si je dois faire ça, des questions, des problématiques. Ça, faut éviter, il faut directement rentrer dans le vif du sujet. Les petits sous-titres sympas. Donc en fait, il faut à la fois travailler le fond et la forme. Si tu commences et tu dois choisir entre travailler le fond et la forme, travaille le fond. Parce que c'est comme quand tu vas à un rendez-vous avec une belle fille ou un beau mec, s'il n'y a pas de fond, bah, tu ne restes pas. Donc peut-être qu'il y a moins de gens qui iraient au rendez-vous si la fille n'est pas dingue, mais ils resteraient peut-être plus longtemps parce que le fond est intéressant. Il y a quelque chose d'intéressant. Donc au début, mieux vaut faire le fond que la forme. Après, évidemment, l'idéal, c'est les deux. Et puis après, c'est vraiment poster régularité. Répondre aux commentaires, mettre en story évidemment ton réel, parce que ça augmente les vues. Les vues que tu fais en story de ton réel augmentent les vues de résultats sur ton réel. Ok. Je ne sais pas si tu le savais ça. Moi, je mets toujours le lien du reel. Donc, quand je poste mon reel en story, je vais chercher le lien du reel et je mets cliquer ici pour voir la suite. Pour que les gens cliquent et ils arrivent sur mon reel. Non, pas besoin. Tu vois? Mets ton réel directement en story. Ok, ouais, c'est ce que je fais. Mais en plus, je mets le lien. Ah, bah t'as pas besoin de mettre le lien parce qu'ils peuvent cliquer dessus directement. Tu vois? Ouais. Mais c'est toujours l'appel à l'action de se dire, ok, je vais cliquer pour voir la suite. Parce oui, que tu peux mettre si un ton reel est trop long. Clique, tu sais. Ouais. Oui. Si ton reel est trop long, il est coupé par la story. C'est pas grave, justement. Tu vois? Justement. Ils cliquent dessus. Ils peuvent cliquer dessus. Ouais. Donc ça, voilà. Moi, je les incite vraiment, tu vois. Cliquez ici pour voir la suite. Parce que toi, t'es un mec extrême, toi. c'est ça. T'es un intense. Ouais. Et pareil, hein, du coup, bonne biographie, un lien. Alors, les liens, on conseille souvent des liens Linktree qui reprend plusieurs URL avec tes différents réseaux sociaux, justement, avec, si tu as plusieurs business, tes différents liens de tes business. Tu parlais aussi on me pose souvent cette question, tiens, une bonne vidéo sur Instagram, c'est combien de temps? Tu as dit 1 minute 30. Ouais. Il y a une règle, vraiment, tu vas me dire... Max 1 minute 30. Généralement, je pense que quand ça reste 1 minute, c'est quand même mieux parce que ce qui est très important, c'est le watch time. Donc, combien de temps les gens vont regarder la vidéo. Donc, plus elle est courte, plus les gens vont rester longtemps. C'est ça. Faut pas non plus qu'elle fasse 30 secondes ou 15 secondes, c'est peut-être trop court. Ouais. Mais entre 45 et 1 minute, c'est bien. Après, si c'est vraiment une super vidéo avec des propos vraiment importants, une grosse valeur ajoutée, c'est pas grave si elle dure 1 minute 30, tu vois. Et l'erreur fatale sur Instagram, au-delà des faux abonnés? L'erreur à ne pas faire? Poster que des photos en espérant qu'un jour ça va grossir. Ouais, il vaut mieux alterner. Et alors aussi, moi, ça m'exaspère quand, tu vois, en plus, nous, on crée du contenu pour nos clients avec Vidéo Passion. Je sais pas si tu as ça aussi, où parfois on est amené à fournir plusieurs formats, du 16/9, du vertical, et puis tu as le client qui poste, c'est le 16/9 en story, par exemple, ou en reel, et là, c'est pas top. Non. Donc, vaut mieux aussi respecter les formats vertical, carré, exactement. ou en tout cas, Les vertical. réels, c'est toujours 16/9, de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc à ça, l'envers, c'est ça. Mais je sais pas si tu as ça aussi. Enfin, nous, parfois, souvent même, on fait de la vidéo pour des clients, on leur envoie les 2 formats. Et puis, tu vois qu'ils postent, pas le bon format, en fait. Ah, ça, c'est bien frustrant. C'est horrible parce que tu fais un travail avec LinkedIn, moi. Ah ouais? Ils postent pas la bonne horaire ou en fait, ils ont oublié un truc et je suis en mode genre, oh, j'ai fait tout ça pour ça. C'est bien frustrant. Et après, ils apprennent aussi, c'est bien. C'est vrai, parce que toi, pour en venir à LinkedIn, donc dans ton agence, c'est dans le surligneur ou dans le crayon, dans le surligneur, tu écris les posts pour tes clients en fonction de leurs valeurs, en fonction de leurs objectifs, en fonction de leur personnalité, etc. Et tu leur mets l'heure à laquelle poster. Bien sûr. Tu leur mets également le style de photo. Ouais.
Ça fait partie de ton boulot. Donc aujourd'hui, en fait, tu disais tout à l'heure pour re-switcher sur LinkedIn, si on n'a pas envie de se prendre la tête, si on n'a pas le temps de s'en occuper, si on ne sait pas comment bien le faire, etc., et qu'on a un peu les moyens, on peut déléguer ça chez toi. Ouais, bien sûr. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi ton process? Alors, moi, c'est toujours établir déjà le nombre de postes, un ou deux ou trois par semaine, ce qui fait 4, 8 ou 12 par mois. Et après, en fait, c'est tout simplement d'établir une vraie bonne ligne stratégique et éditoriale en fait, en fonction d'un call que je fais toujours au début, bon call de onboarding. Je pose plein de questions différentes de ton, de avis tranchés, etc. Et après, en fait, je trouve des idées de sujets qui sont adéquates avec les différentes stratégies Tofu, Mofu, Bofu, que je fais valider aux clients. Des sujets. Dès qu'ils me les valident, moi, je les écris en interne. Ils sont disponibles après, évidemment, sur un lien Notion. Le client y a accès. Il pourra toujours modifier, etc. Parce que ça reste son poste. Il faut quand même que les gens aient l'impression que c'est bien de lui. De toute façon, c'est toujours le cas. Personne ne remarque que c'est bien de quelqu'un d'autre, ce qui est d'ailleurs l'objectif. Et après, je recommande toujours une photo qui va avec. Et après, la personne a tout à copier-coller et à poster, en fait. Et comment tu fais pour arriver à écrire au nom de la personne, tu vois, pour que ce soit vraiment authentique? Parce que le but, c'est quand même d'être authentique. Bien sûr. Alors déjà, le call d'onboarding aide énormément parce que je demande un peu quel ton, quelle est la manière de faire, quels sont les objectifs. Donc en fait, au bout d'un moment, parfois il y a des clients, j'ai l'impression quand j'écris et dès que je me relis, j'ai l'impression de les lire eux. C'est ce qui m'est arrivé avec Frédéric Timbert, justement. Je sais pas si tu vois qui c'est, j'ai fait un post sur lui l'autre jour. À un moment, je lui ai dit, c'est dingue, là, j'ai écrit un post pour lui et j'avais l'impression que c'était lui-même qui avait écrit le post. Excellent. Parce que je le c'est connais que c'est réussi, bien. du coup. Ouais. Et même lui, il était mort de rire et tout. Et en fait, oui, c'est juste une question aussi de connaître un peu bien la personne, comment elle fonctionne, avoir un peu lu déjà si elle avait fait des posts ou un peu sa manière de faire. Et en fait, très vite, pareil, le cerveau en fait automatise le truc, quoi. Okay. De toute façon, LinkedIn, ça reste un peu la même forme pour tout le monde parce que c'est ça qui marche. Donc en fait, c'est juste le fond à travailler, mais après, la forme reste un peu pareil pour tout le monde. Donc moi, c'est jamais arrivé qu'un de mes clients me dit, tiens, lui a reconnu que c'était pas moi. Peut-être que ta femme, tes enfants ou ton frère va peut-être s'en douter, mais sinon, personne ne devine jamais. Ce qui est très fort. Après, parce que la plupart des gens s'en fichent de le dire parce qu'en fait, bah oui, frérot, je vais pas m'occuper de mon compte LinkedIn, j'ai en fait autre chose à faire, donc très bien. T'as des gens, tu sais, quand ils sont un peu stressés, machin, ils veulent pas trop l'assumer parce que voilà. Mais t'en as qui s'en fichent de le dire et au contraire, ils sont même très fiers de dire bah ouais, ça marche tellement bien, j'ai tellement pas le temps que du coup, je l'ai donné à quelqu'un d'autre qui le fait très bien et c'est top, ça cartonne. Tu vois. Ça marche bien, quoi. Voilà. Ok. Et c'est quoi le plus gros succès que tu as rencontré chez un de tes clients pour lesquels tu t'occupes justement de... J'ai un client qui a réussi à faire une super levée de fonds grâce à nous. Le mec, il est arrivé, je peux malheureusement pas le droit de dire qui c'est, mais il est arrivé, c'était il y a 1 an, il y a 10 mois. Il voulait faire une levée de fonds à partir de janvier dernier. Okay. Et sauf que le mec connaissait pas vraiment d'investisseurs, savait pas comment lever, son projet était pas dingue à l'époque. Donc il était un peu perdu et je lui ai dit écoute t'inquiète, on va te développer ton compte LinkedIn, c'est là que tu as tous les VC, tu as tous les investisseurs, d'une telle manière que du coup tu vas être vu et visible et que le jour où tu vas vouloir lever ça va être beaucoup plus facile, qu'on va beaucoup plus facilement te prendre au sérieux. Et le mec au début était un peu sceptique, en mode ok je lui ai dit t'inquiète, fais-moi confiance, il m'a fait confiance et en fait on a travaillé son profil LinkedIn et lui pareil il faisait pas des très bonnes stats parce qu'on faisait beaucoup de posts hyper ciblés et hyper nichés. Il faisait pas beaucoup de likes. Au début, ça l'énervait un peu, il comprenait pas trop, mais je lui dis t'inquiète pas, c'est normal. Enfin, je sais ce que je fais, fais-moi confiance. Tu savais où t'allais. Ouais. Exactement. Et en fait, mais il avait vraiment que des posts qualitatifs, etc. Aucun post paillette, si je peux dire ça comme ça. Et en fait, un jour, il annonce, il fait un petit post LinkedIn en disant bah écoute, là, je suis en train de clôturer une super levée de fonds, c'est génial, etc. Alors que pas du tout, le mec avait à peine commencé, etc. Et du coup, il y a plein de VC et de gens de business qui lui ont écrit pour justement lever. Alors que le mec avait pas du tout, il devait avoir 1 ou 2 investisseurs, tu vois. Parce qu'en fait, c'était ce jeu de FOMO, bah les gars, coucou, vous êtes en train de louper un truc super parce que je suis en train de lever, tout le monde s'est précipité pour lever avec moi parce que t'as mon projet dingue, alors qu'en fait, c'était pas vrai. Et en plus, ce truc de séduction de putain, je l'ai pas, c'est quoi le truc? Enfin, tu vois, donc en fait, le mec a finalement levé en série A beaucoup mieux que ce qu'il n'aurait jamais pu espérer lever. Et ça se trouve, il aurait réussi à lever sans nous. Mais je pense pas aussi bien. Et donc, le mec était sur le cul et tout ça parce que du coup, les gens, en fait, l'ont écrit sur LinkedIn, l'ont vu sur LinkedIn. Si tu checkes son profil LinkedIn, tu vois que le mec avait été hyper sérieux parce qu'il y avait que des posts où il s'y connaissait bien. Et du coup, là, le gars, il a clôturé sa levée il y a 1 ou 2 mois. Et en fait, c'était juste genre lunaire. Tu vois. Wow. Ça, c'était vraiment marrant. Ça, c'était hyper kiffant. Un beau succès. Ouais, c'est hyper kiffant. J'étais très, très contente pour lui, surtout. Est-ce que dans tes clients, tu as des personnalités publiques connues? Ouais. Tu ça dépend connu à quelle échelle. Ouais. Bah, j'ai Harold Parizeau, le fondateur du Chinese Business Club. Ouais. Je commence à bien être connu là, dans la place parisienne, qui vraiment est un mec génial avec son club d'affaires. Et là, tu t'occupes 100% de son LinkedIn? Ouais, depuis des mois. Des mois et des mois. Lui. Ouais, c'est un carton. Alors lui, mais qu'est-ce qu'il cartonne? Après, en même temps, il a un métier de mise en avant. Donc, il adore ça, il est très fort pour ça. Donc, effectivement, ça marche très bien. Et lui, c'était vraiment un mec top, ouais.
Il y avait... Après, tu as des gens connus en niche, tu vois, tu avais Major, que tu connais bien aussi. Il était client chez toi? Ouais. Ok. Ouais. Major, Major, ça fait très longtemps maintenant, ça fait plus d'1 an. Ok, je sais pas. Dans plein de niches différentes. Mais, t'as Fabien Laval? J'ai le plus grand businessman de Belgique. Voilà. Ok, cool, Sixtine. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter auquel on n'a pas parlé, que ce soit sur Insta, que ce soit sur LinkedIn ou même TikTok, si tu as envie? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qu'on aurait oublié de citer et auquel il faut être assez vigilant ou auquel il faut vraiment faire attention, être attentif? Est-ce qu'il y a quelque chose auquel on n'a pas parlé qui est important? Peut-être un petit rappel de faire rester un maximum authentique. Tu peux toujours un petit peu en rajouter parce que ça reste un réseau social. Donc en fait, évidemment, pour catcher l'attention des gens, si ce que tu fais n'est pas assez sexy ou compliqué à mettre en avant, bien sûr. Mais faire attention de ne pas raconter trop de bullshit ou de ne pas t'inventer un personnage parce qu'en fait, tout le monde s'en rend compte au bout d'un moment. Tout le monde. Le nombre de gens là que je connais qui au fur et à mesure se font griller parce qu'en fait, ils racontent n'importe quoi sur leur business, sur les machins et en fait, ça se voit tout de suite. Enfin, ça se crame tout de suite. Ça se ressent. Après, t'as des gens qui, comme moi je le crame, je dis rien, je m'en fous. Genre, le mec fait sa vie, j'en ai rien à foutre, tu vois. Mais t'en as beaucoup, surtout après quand t'habites dans des grandes villes, tu vois, comme à Paris, qui sont des villes où ça parle beaucoup, les gens se connaissent tous en fait très facilement. Mais après, parce que ça arrive à tout le monde de se tromper, de mal écrire un truc, de mal faire quelque chose, c'est normal. Enfin, personne n'est parfait, c'est les humains, c'est clair. Vraiment, ouais. Mais de carrément t'inventer une vie, tu vois, des trucs comme ça. C'est toujours ça le problème. T'as combien de personnes ils te racontent qu'ils font des millions de choses, ou d'euros, ou de peu importe quoi. C'est comme les faux abonnés, en fait. T'as inventé une vie qui, finalement, tu perds ton authenticité, tu perds crédibilité, et puis finalement, tu perds la confiance. En fait, non, c'est pas ça. C'est que, du coup, tu peux attirer des gens qui vont pas le remarquer, mais après, ça dépend à qui tu veux cibler. Si tu cibles la personne lambda qui va pas s'en rendre compte, mais en fait, cette personne-là va jamais être ta cible, et ne va jamais être quelqu'un dont tu as envie de chercher le respect. Par contre, si tu veux chercher le respect de tes pairs, si tu fais ça, tu passes juste pour un bouffon. Et en fait, le plus drôle, c'est que ces gens-là ne te le disent même pas qu'ils l'ont remarqué. C'est ça. Du coup, mais c'est ça non-stop. Après, c'est chacun son game. Encore une fois, les gens font ce qu'ils veulent, je m'en fous, mais c'est juste, t'as pas besoin de t'inventer une vie en fait. Aie confiance en ce que tu fais, juste trace ta route, laisse les gens parler, trace ta route, tu t'en fous. Et puis voilà, tu te tromperas 15 fois, tu t'écrouleras 15 fois, mais tu vas te redresser. Et puis voilà, c'est le jeu. Sixtine, merci. Merci à toi. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si vous avez regardé jusqu'au bout, si vous êtes encore là maintenant à nous écouter, c'est que vous avez regardé jusqu'au bout. Donc bravo, merci à vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas, elle vous l'a dit, c'est bon de commenter, de mettre des likes, de partager, posez toutes vos questions et alors retrouvez évidemment Sixtine, vous l'avez compris, sur LinkedIn, sur Insta, sur TikTok, partout. C'est pas un prénom qui est compliqué à retenir, très original au passage et puis voilà, n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire les profils de personnes que vous aimeriez bien que j'interviewe, les secteurs d'activité que vous aimeriez bien que j'interviewe aussi. Je me ferai un plaisir d'aller creuser, de chercher des profils qui vous intéressent. Du coup, Sixtine, bonne continuation. Toi aussi, et on espère te voir briller encore des années et des années. Si je suis entouré de gens comme toi, ça devrait aller. Écoute, pareil. Et puis, je te remercie infiniment. Si vous voyez mes derniers posts LinkedIn, pas tous, mais à raison de 2 à 3 fois semaine, c'est toi qui me les écris, on collabore et on est en contact très régulièrement, je suis très content. Merci. Et du coup, j'ai aussi du retour. Et en fait, j'ai eu du retour très rapidement, figure-toi. Et en fait, le post LinkedIn qui a fait le plus d'interactions, c'est toi qui me l'as écrit, c'était le premier ou le deuxième, je pense. Donc voilà, il n'y a pas de secret. Quand c'est son métier, quand c'est sa passion, quand on est passionné par ce qu'on fait, quand on est à fond dedans et qu'on exploite au max sa zone de génie, ça fait des petits. Ça fleurit très rapidement et puis ça amène surtout du résultat et on est là aujourd'hui pour faire du résultat. Du coup, abonnez-vous et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. À bientôt.